Dans le Pacifique de 1942, l'air brûlait de sel, de carburant et d'une tension électrique que même les vagues n'arrivaient pas à dissiper. L'océan semblait infini, mais plus vaste encore était la peur silencieuse qui accompagnait chaque pilote américain du carrier USS Enterprise. La rumeur circulait depuis des semaines, les Japonais possédaient un chasseur impossible à battre. Un avion si léger, si agile, si vif que même les meilleurs pilotes américains perdaient leur duel. Le Mitsubishi A6M0, prédateur blanc aux ailes souples comme celles d'un oiseau de lame. Ce chasseur dansait dans le ciel comme un fantôme, tournant plus serré que n'importe quel adversaire, disparaissant du champ de vision, remontant derrière sa victime et la réduisant en flammes. Aucun Wildcat américain, lourd, robuste, mais lent et rigide, n'avait réussi à rivaliser avec un Zéro dans un combat tournoyant. C'était devenu une vérité implacable, presque une loi divine du ciel. Si un Wildcat tentait de tourner avec un Zéro, il mourait. Et les pilotes américains le savaient. Ils les avaient vus tomber, un à un, poussière de métal arrachée par le soleil du Pacifique. Mais au cœur de cette défaite naissante, un homme refusait d'accepter l'inévitable. Le commandé Jonathan Harland, pilote vétéran aux cheveux poivre et sel, réputé pour un calme presque irréel, observait chacun des combats perdus avec une attention microscopique. Il n'était pas plus fort, ni plus rapide, ni plus brillant que les autres, mais il avait quelque chose que les pilotes du Pacifique n'avaient pas encore appris à estimer. Une obsession pour les détails, pour les modèles invisibles, pour les erreurs répétées. Et cette obsession allait changer le cours de plusieurs batailles. Harland passait ses nuits accoudé à une table métallique, une petite boîte d'allumettes ouverte devant lui. Les autres officiers se moquaient silencieusement, le commandé et ses jouets. Mais Harland ne souriait pas. Il alignait 4 allumettes d'un côté, une autre de l'autre, et reproduisait la trajectoire d'un Zéro autour d'un Wildcat. Il répétait ce mouvement encore et encore, comme un chef d'orchestre qui cherche la seule note manquante. Un soir, alors que les autres pilotes dormaient ou fumaient sur le pont, il regarda sa maquette d'allumettes, plissa les yeux, pencha la tête, et son souffle s'arrêta soudain. Il venait de voir quelque chose. Un détail minuscule que personne n'avait remarqué. Une faiblesse dans le balai aérien du Zéro. Une faille presque imperceptible, un mouvement inscrit dans la mécanique même de la machine japonaise. Harland comprit immédiatement. Ce n'était pas une erreur du pilote japonais, mais une limite structurelle du Zéro. Une limite que personne n'avait jamais exploitée. Il resta immobile, les yeux fixés sur ses allumettes comme si elles venaient de lui murmurer un secret interdit. Puis il murmura, « Ils ne peuvent pas supporter l'énergie descendante, pas un virage serré en haute compression, c'est là. C'est exactement là. » Le lendemain matin, il convoqua 4 pilotes. Tous jeunes, nerveux, incroyablement talentueux, mais traumatisés par les pertes récentes. Des noms simples, Carter, Lewis, Briggs et Mahoney. Des hommes qui tentaient de masquer le tremblement de leurs mains en ajustant leurs gants. Harland les fit asseoir autour de la même table métallique où reposaient ses allumettes. Ils échangèrent des regards perplexes. « Commandant, » dit Carter, « vous voulez nous parler de stratégie, avec ça ?» Harland sourit légèrement. « Avec ça, et avec la seule faiblesse du Zéro. » Lewis croisa les bras. « Le Zéro n'a pas de faiblesse, sœur. Pas en combat tournoyant. Nous l'avons déjà prouvé. » Harland secoua la tête. « Non. Vous prouvez seulement que vous jouez selon leurs règles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à changer les règles. » Il prit une allumette, la planta verticalement. « Ceci, c'est un Wildcat. » Puis il en plaça une autre, couchée, représentant le Zéro en approche. « Et ça, c'est ce qui vous tue. Parce que vous essayez toujours de virer avec lui. Le Zéro a été conçu pour un combat tournoyant horizontal. Vous, non. Si vous jouez son jeu, vous êtes mort. » Briggs répondit, « Alors quel est notre jeu ?» Harland prit une inspiration lente. Le Zéro a un problème. Quand il tourne à basse altitude ou en énergie descendante trop longtemps, sa structure vibrante et son moteur radial perdent en stabilité. Il y a un moment, un angle exact, où il se retrouve vulnérable parce qu'il ne peut plus maintenir sa traction sans décrocher. Il inclina l'allumette représentant le Zéro. Ici, puis il plaça les 4 allumettes représentant ses 4 pilotes autour. Et vous n'avez pas besoin de le rattraper. Vous avez juste besoin de l'obliger à entrer dans ce couloir. Il ne comprenait pas encore. Alors Harland continua.
Vous ne pouvez pas le battre en agilité. Alors vous devez le battre en discipline. En collaboration. 4 Wildcats, contrôlés, organisés, peuvent transformer l'agilité d'un zéro en piège mortel. Vous allez voler comme un seul homme. Vous allez former ce que j'appelle la boîte Harland. Chaque fois qu'un zéro engage l'un de vous, les autres pivotent, l'acculent, lui coupent la montée. Il n'aura qu'un choix, plonger. Et lorsqu'il plongera, il perdra son avantage. C'est à ce moment précis que vous le détruirez. Carter éclata de rire, nerveux. Donc vous voulez qu'on combatte, sans jamais tourner? Exactement, répondit Harland. Et avec un timing parfait. Si vous laissez un seul zéro sortir du piège, vous êtes tous morts. Un silence lourd suivit. Cette idée semblait folle. Parfaite. Impossible. Géniale. Terrifiante. Harland savait ce qu'il pensait. Je ne vous demande pas d'y croire. Je vous demande de l'essayer. Cet après-midi. En formation. 100 balles réelles. Vous allez apprendre cette danse jusqu'à ce qu'elle devienne instinctive. Les entraînements commencèrent sous un soleil brûlant. 4 Wildcats tournant autour d'un point central imaginaire, comme des loups encerclant un prédateur plus rapide mais moins discipliné. Harland, depuis la tour radio, corrigeait chaque erreur. Mahoney, tu fermes trop ta courbe. Brigg, tu descends trop tôt. Carter, garde la vitesse, ne ralentis jamais. Lewis, couvre ton secteur nord, bon sang. Les pilotes transpiraient, se fatiguaient, recommençaient. Et peu à peu, quelque chose changea. Leurs trajectoires devinrent plus nettes. Leur coordination plus fluide. Ils ressemblaient moins à des avions isolés et davantage à une seule entité prête à frapper. Le soir, exténués, ils se retrouvaient encore autour de la table des allumettes. Ils rejouaient chaque combat, chaque erreur, chaque point d'amélioration. Le même rituel chaque nuit. 4 pilotes transformés en un seul esprit. Le Wildcat, jadis considéré rigide, lent, dépassé, commençait à révéler un autre potentiel. La résilience, la stabilité, la capacité à encaisser, à contrôler l'énergie du combat plutôt que de la gaspiller. Une semaine plus tard, la formation était prête. Même Harland, exigeant comme le fer, hocha la tête. « Vous êtes prêts » dit-il simplement. Le test réel arriva bien plus tôt que prévu. Une patrouille japonaise approchait, 5-0 escortant des bombardiers légers. La sirène cria sur le pont de l'Enterprise. Les pilotes montèrent dans leur Wildcat. Carter, Lewis, Brigg et Mahoney s'échangèrent un regard silencieux. Pas de peur. Pas de doute. Juste un accord invisible. Harland les observa depuis le pont. Il serra les poings. « Que le ciel vous protège » murmura-t-il. Les Wildcats décollèrent en formation serrée. L'air vibrait autour d'eux. À l'horizon, 5-0 approchait, brillant, rapide, confiant, habitué à dominer le ciel du Pacifique. Carter brisa le silence radio. « C'est maintenant, les gars. On reste ensemble. Pas de virage horizontal. Pas de panique. On applique la boîte. » Les Japonais plongèrent, elles tremblantes dans la lumière. Leur leader, un pilote vétéran nommé Hachiro Noburo, observa la formation américaine et sourit. « Ils n'apprennent jamais », pensa-t-il. Il plongea pour attaquer Carter. C'était une erreur. Les héros descendirent comme des lames blanches, tranchant le ciel bleu du Pacifique. Aux yeux d'un observateur naïf, le combat semblait déjà décidé. Les avions japonais arrivaient avec plus de vitesse, plus d'énergie, plus de confiance. 4 Wildcats seulement, face à 5-0 qui avaient prouvé à maintes reprises leur supériorité dans le combat tournoyant. Mais ce jour-là, les règles venaient de changer, même si les Japonais ne le savaient pas encore. Hachiro Noburo, le leader des héros, choisit sa cible comme il l'avait toujours fait. Il repéra le Wildcat en tête de formation Carter et fonça droit sur lui, convaincu que les Américains allaient se disperser, paniquer, se fragmenter comme d'habitude. C'était leur plus grande faiblesse, l'indiscipline des chasseurs qui tentaient tous de survivre individuellement au lieu de combattre comme une meute. Hachiro baissa légèrement le nez, ajusta sa ligne de tir et sentit son cœur se calmer. C'était presque une routine. Le Wildcat allait tenter de tourner. Le zéro allait accrocher sa queue. Fin de l'histoire. Mais Carter ne tourna pas.
Il ne rompit pas la formation. Il ne chercha pas à « danser » avec le 0. Au lieu de cela, il fit quelque chose que Hachiro n'avait encore jamais vu un Américain faire. Il maintint la ligne, puis descendit brutalement en piqué contrôlé, acceptant de perdre de l'altitude plutôt que de l'énergie. Immédiatement, les 3 autres Wildcats réagirent comme le leur avait appris Harland. Lewis bloqua l'angle supérieur de remontée, Briggs ferma la droite, Mahoney glissa légèrement à gauche, formant ce que Harland appelait la boîte compressée. Le 0 de Hachiro se retrouva soudain dans une situation qu'il ne comprenait pas. La cible ne tournait plus. Elle plongeait. Et autour, 3 autres avions se plaçaient à des positions qui n'étaient ni de fuite, ni de panique, mais de contrôle. Dans sa radio de bord, Nobureau grogna un ordre à ses ailiers, se déployer, encercler, forcer les Wildcats à briser la formation. Mais les Américains ne brisaient rien. Carter plongea encore, ses oreilles bourdonnant, sentant la pression lui écraser la poitrine. La mer se rapprochait dangereusement, mais il se força à ne pas tirer sur le manche trop tôt. Il entendait la voix de Harland résonner dans sa mémoire. « Tant que tu gardes ta vitesse, tu n'es pas une cible. Tu es un problème. Tu veux que le 0 te suive là où il n'aime pas aller. Là où son aile commence à trembler. Là où il est trop léger pour l'air lourd de la haute compression. » Hachiro suivit. Pourquoi n'aurait-il pas suivi? Jusqu'ici, cette tactique avait toujours fonctionné. Un 0 en piqué pouvait facilement rattraper un Wildcat plus lourd et l'abattre avant qu'il ne remonte. Il sentit la structure de son avion vibrer légèrement. Rien d'inquiétant. Encore. Il arma ses canons. Carter était dans son viseur. C'est à ce moment précis que Lewis entra en scène. Depuis sa position plus haute dans la boîte, il plongea en diagonale, non pas pour attaquer directement Hachiro, mais pour couper sa trajectoire de remontée possible. Une manœuvre risquée, calculée au centième de seconde. Si Hachiro tentait de tirer sur Carter puis de remonter, il se retrouverait dans la ligne de feu de Lewis. S'il choisissait de plonger plus bas pour éviter cette menace, il entrerait dans la zone de couverture de Briggs et Mahoney qui se préparaient déjà. Dans la tour radio de l'Enterprise, un officier murmura « Qu'est-ce qu'ils font ?» Harland, lui, ne disait rien. Ses yeux suivaient chaque mouvement, chaque inflexion. Il savait exactement ce qu'ils faisaient. Ils appliquaient la boîte. Carter tira le manche au dernier moment, sentant le Wildcat hurler sous la pression. L'avion remonta violemment, décrivant un arc serré qui n'aurait jamais été possible s'il avait gaspillé son énergie à tourner horizontalement. Hachiro tenta instinctivement la même chose. Mais ce fut là sa première micro-erreur. Légère surcharge sur les ailes du 0. Vibration accrue. L'avion, conçu pour l'agilité à altitude moyenne, n'aimait pas cette combinaison de vitesse, d'angle et de compression. Il hésita une fraction de seconde. Une fraction assez longue pour qu'un pilote expérimenté sente l'avertissement silencieux du métal. À ce moment-là, Lewis était déjà en position. Il vit le 0 hésiter, sentir l'air le punir pour son audace. Il n'y avait pas d'héroïsme dans ce qu'il fit ensuite. Seulement une exécution froide du plan. Il pressa la détente. Les balles traçantes traversèrent le ciel et frappèrent le 0 sous l'aile gauche. L'appareil vacilla, fumée noire, puis flamme. Hachiro n'eut même pas le temps d'éjecter. Son avion, si souvent l'instrument de la domination, devint une torche qui plongea vers l'océan. Dans le cockpit de Lewis, un rire nerveux s'échappa, presque hystérique. « Je l'ai eu. Je l'ai eu. » Mais Carter coupa la radio, « Reste concentré. On n'a pas fini. » Les 4 Wildcats se regroupèrent immédiatement. Pas de poursuite désordonnée. Pas de cri de victoire. Ils savaient qu'ils venaient de prouver que le plan fonctionnait, mais une fois ne suffit jamais en guerre. 2 autres 0 plongèrent, furieux, pour venger leur leader. Briggs se retrouva ciblé cette fois. Il sentit son ventre se nouer, mais ne cassa pas la formation. Il descendit en piqué selon le protocole. Les 0 le poursuivirent. Encore la même danse. La mer toujours plus proche. La boîte se reformant autour, invisible et pourtant parfaitement réelle. Mahoney, qui jusque-là avait été le plus nerveux du groupe, sentit son cœur se mettre au diapason du plan. Il n'était plus juste un pilote isolé. Il était une pièce d'un mécanisme. Un engrenage dans une machine pensée par un homme qui jouait avec des allumettes. La pression diminua dans sa tête.
Il savait exactement ce qu'il avait à faire. Les zéros, eux, commençaient à ressentir une sensation inhabituelle, la confusion. Les Américains ne répondaient pas comme prévu. Ils ne viraient pas en panique. Ils n'essaimaient pas. Ils plongeaient ensemble, remontaient ensemble, changeant soudainement l'axe du combat. L'un des pilotes japonais cria dans sa radio, « Il ne tourne pas. Il ne tourne pas. » Mais personne n'avait de réponse à lui offrir. Dans la doctrine de la Zero School, le Wildcat était un adversaire inférieur. Point. On ne réécrit pas une doctrine en plein combat. Briggs remonta brusquement, suivant les instructions de Harland. Ne jamais tirer tant que le zéro n'est pas enfermé dans le couloir de la boîte. Au-dessus de lui, Carter se trouvait déjà à la verticale correcte, prêt à croiser les trajectoires. Lewis, plus loin, gardait une altitude légèrement supérieure, couvrant la remontée secondaire. Mahoney glissait sur le flanc, prêt à exploiter toute erreur de compensation. Et l'erreur vint. Le zéro le plus proche, sous la pression combinée des 4 trajectoires américaines, tenta une manœuvre improvisée, un virage ascendant serré pour sortir du piège. Ce fut sa perte. Le zéro, si élégant dans les courbes horizontales, n'aimait pas les combinaisons extrêmes d'angle et de vitesse ascendante après une longue plongée. Sa structure légère, optimisée pour des manœuvres spécifiques, se mit à vibrer davantage. Le pilote sentit la portance se dérober légèrement. Juste un peu. Un instant. Mais ce fut suffisant. Mahoney plongea. Son viseur se remplit de la silhouette blanche du zéro qui semblait flotter dans cet instant de vulnérabilité. Il tira. Les balles frappèrent le moteur. Une explosion brève. L'avion japonais cracha des flammes avant de se désintégrer. 2 zéros abattus. Et pourtant, quelque chose d'encore plus important venait de se produire. Les Wildcats venaient de prouver que le mythe de l'invincibilité du zéro pouvait être brisé par une combinaison de discipline, de timing et de compréhension profonde des limites structurelles de l'ennemi. Le combat continua. Les 2 zéros restants, conscients maintenant que quelque chose d'anormal se passait, cessèrent leur approche agressive. Au lieu de plonger, ils se mirent en position d'attente, testant de nouvelles trajectoires. Cette hésitation suffit à inverser complètement le rapport de force. Carter le sentit. Il dit calmement dans la radio, « Maintenant, nous les chassons. » Ce n'était plus un combat défensif. Ce n'était plus un Wildcat fuyant un chasseur supérieur. C'était une meute organisée encerclant des prédateurs qui, pour la première fois, doutaient d'eux-mêmes. Les zéros tentèrent des attaques partielles, isolées. Chaque fois, la boîte pivotait, absorbait l'attaque, la redirigeait, forçait le zéro à une décision impossible. Soit ils se laissaient piéger en descente, soit ils fuyaient en grimpant, exposant leur flanc à une contre-attaque. Les Wildcats n'étaient pas plus rapides. Mais ils étaient désormais plus intelligents. Et l'intelligence, combinée à la discipline, finit toujours par peser plus lourd que l'agilité brute. Sur le pont de l'Enterprise, les yeux restaient rivés aux jumelles. Les opérateurs ne comprenaient pas exactement ce qu'ils voyaient, mais ils sentaient que quelque chose d'historique était en train de se produire sous leurs yeux. Un opérateur murmura, « Ils sont en train de les briser. » Harland, toujours silencieux, sentait dans son ventre un mélange violent de peur et de fierté. Ses doigts, crispés sur la rambarde, blanchissaient. Il savait que le plan fonctionnait. Il savait aussi qu'un seul faux mouvement pouvait tout détruire. Lewis encaissa des tirs. Quelques balles frappèrent son aile droite. Rien de critique, mais assez pour le faire trembler. Instinctivement, il voulut rompre la formation, se mettre hors de danger. Sa main tressaillit sur le manche. Puis il se força à rester. « Reste dans la boîte », se répéta-t-il. « Reste dans la boîte ». Ce choix, aussi simple qu'héroïque, permit à Carter de se placer parfaitement sur la trajectoire d'un des zéros. Ce dernier, concentré sur Lewis, ne vit pas venir la rafale qui déchira son fuselage. 3e zéro abattu. Ne restait plus qu'un. Il hésita, puis quitta la zone. Il prit la fuite, choisissant la survie plutôt que l'honneur. Pour la première fois depuis le début de la campagne, un zéro venait de battre en retraite devant des Wildcats. Le ciel retomba dans un relatif silence. Les 4 Wildcats tournèrent encore quelques instants, cherchant d'éventuelles menaces. Rien. Carter finit par dire, la voix tremblante, rapport de situation. Carter, intact. Lewis, impact aile droite, mais contrôlable.
Brig, tout vert. Mahoney. Mahoney ici, vivant. Putain, vivant. Une explosion de rire nerveux secoua la radio. Mais ce n'était pas seulement du soulagement. C'était quelque chose de plus puissant, la découverte soudaine d'un nouvel avenir possible. De retour sur le pont, lorsqu'ils atterrirent une par une, les Wildcats furent accueillis par des regards stupéfaits. Les mécaniciens couraient déjà pour inspecter les dégâts. Les officiers se dirigeaient vers eux pour entendre le récit. Mais avant tout, Harland s'avança. Il ne parla pas tout de suite. Il regarda Carter, puis Lewis, puis Brig, puis Mahoney. Ils avaient tous les traits tendus, les yeux encore habités par le combat. Il dit simplement « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. La boîte fonctionne. » Carter répondit d'une voix cassée « C'était irréel, sœur. Ils ne s'y attendaient pas. On n'a jamais tourné avec eux. Pas une seule fois. » Mahoney ajouta « C'est comme si leur force s'était retournée contre eux. Comme si plus ils essayaient de jouer leur jeu habituel, plus ils tombaient dans le piège. » Le débriefing dura des heures. Harland exigea chaque détail, chaque trajectoire, chaque hésitation. Il replaça les allumettes sur la table, rejouant scène après scène, jusqu'à ce que le modèle émerge clairement. Ses hypothèses étaient confirmées. Le Zéro était vulnérable dans des scénarios d'énergie descendante combinés à une forte contrainte structurelle. Sa cellule légère, optimisée pour la manœuvrabilité, devenait instable si on l'obligeait à rester trop longtemps dans cette zone marginale. La boîte, en enfermant psychologiquement le pilote japonais, le poussait à rester précisément là où son avion était le moins à l'aise. Ce n'était pas une victoire de force. C'était une victoire de géométrie, de psychologie et de discipline. Ce soir-là, dans le mess, l'ambiance changea subtilement. Les récits des pilotes commencèrent à inclure une nuance nouvelle. On n'entendait plus seulement « les Zéros sont imbattables », mais plutôt « si on joue selon leurs règles, ils nous dominent, mais avec la boîte, on a une chance ». Une chance. Ce mot, absent depuis longtemps des conversations, revenait enfin. Harland, assis seul à une table, observait ces changements avec une lucidité presque douloureuse. Il savait que ce n'était qu'un début. Il savait aussi que la guerre ne pardonnerait aucune complaisance. La boîte fonctionnerait, jusqu'au jour où les Japonais comprendraient ce qui se passait. Alors il faudrait une nouvelle idée, un nouveau truc, une nouvelle allumette à déplacer. Mais pour l'instant, il avait quelque chose de précieux, une preuve. 4 Wildcats, censés être inférieurs, avaient affronté 5 Zéros. 3 abattus. 1 en fuite. Aucun Wildcat perdu. Ce n'était pas une anomalie. C'était un tournant potentiel. Encore fallait-il convaincre les autres. Le lendemain, l'état-major du Carrier réunit Harland et les 4 pilotes dans la salle de briefing principale. Une carte du Pacifique recouvrait le mur. Un officier supérieur, rigide, sceptique, commença par poser la question inévitable « Commandez Harland, expliquez-nous. Pourquoi votre petit tour de bâtonnet, votre astuce d'allumette, comme l'appellent les hommes, fonctionnerait-il ailleurs que dans cette escarmouche isolée ?» Harland soutint calmement son regard. « Parce que ce n'est pas une astuce, sœur. C'est une utilisation différente de notre avion. Nous ne changeons pas le Wildcat. Nous changeons notre manière de penser. Jusqu'ici, nous avons tenté de tromper nos adversaires. Mais nous n'avons jamais tenté de tromper leur machine. La boîte ne cible pas seulement le pilote, elle cible la structure même du Zéro. Ce n'est pas une ruse. C'est une exploitation systématique d'une faiblesse. » L'officier l'écoutait en silence. Puis il demanda au pilote de témoigner. Carter raconta le combat avec une précision chirurgicale. Lewis parla de sa tentation de rompre la formation. Brig insista sur le timing. Mahoney, lui, résuma d'une phrase qui fit son effet « Sœur, nous n'avons pas eu à être meilleurs qu'eux. Nous avons seulement eu à être ensemble. » La salle resta silencieuse quelques secondes. Puis l'officier dit « Très bien, commandez. Vous aurez une chose que la marine offre rarement, une occasion. Nous allons appliquer votre doctrine à une escadrille entière. Si ça fonctionne, votre boîte deviendra procédure officielle. Si ça échoue. » Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde savait ce que signifiait un échec face au Zéro. Cette nuit-là,
Harland ne dormit pas. Il s'assit à nouveau devant ses allumettes, les alignant, les déplaçant, cherchant déjà la prochaine pièce du puzzle. Car une pensée le hantait, et si les zéros s'adaptent? Et si un jour, ils apprennent à ne plus plonger? Il savait qu'aucune tactique ne durait éternellement. Mais il savait aussi quelque chose de plus important. Tant qu'il y aurait des hommes prêts à observer, à réfléchir, à refuser l'inévitable, il y aurait toujours une petite chance, fragile, mais bien réelle, de renverser les règles. Et ce jour-là, cette chance avait pris la forme d'un simple bâtonnet d'allumettes point. La semaine qui suivit le premier engagement victorieux fut un mélange étrange d'espoir et d'angoisse. Les 4 pilotes Carter, Lewis, Brigg et Mahoney continuaient de voler ensemble, d'entraîner la boîte encore et encore, jusqu'à ce que leurs mouvements deviennent aussi naturels que la respiration. Mais ils savaient tous que l'escarmouche précédente n'était qu'un prélude. Un test. Une démonstration. Rien n'était encore gagné. Les héros, rapides, élégants, meurtriers, n'avaient pas dit leur dernier mot. La question qui hantait chaque pilote américain était simple. La boîte fonctionnerait-elle contre une force plus grande? Contre une attaque coordonnée? Contre des pilotes japonais avertis? Le doute rôdait, mais Harland refusait de le laisser entrer dans leur esprit. Chaque soir, il les réunissait autour de cette même table métallique, les allumettes soigneusement alignées devant eux, comme des soldats miniatures prêts à mourir pour la démonstration. Les 4 pilotes savaient que cet homme ne dormait presque plus. Ses yeux étaient creusés, ses mains tremblaient lorsqu'il déplaçait les allumettes, mais son esprit brûlait d'une intensité presque surnaturelle. La boîte n'était pas seulement une tactique pour Harland. C'était un message. Une preuve que le génie ne dépend pas du métal d'un avion, mais de l'esprit qui le pilote. Puis vint le jour que personne n'avait anticipé. Le 27 août 1942, au lever du soleil, la mer semblait paisible, une tromperie perfide. L'USS Enterprise glissait sur les vagues avec une élégance presque aristocratique, ignorant l'orage qui approchait lentement à l'horizon. L'officier radar repéra la menace le premier, un groupe massif d'avions japonais venait droit vers eux. Pas 5-0 cette fois. Pas une escarmouche isolée. Mais une force d'attaque complète, bombardiers en formation serrée, escortés par 14-0, presque 3 fois plus nombreux que les Wildcats disponibles à bord. Le genre d'assaut qui, la veille encore, aurait transformé un porte-avions américain en tombe de métal et d'huile. L'officier radio hurla « Alerte rouge !» Tous les pilotes au pont. Les sirènes déchirèrent le matin calme. Les mécaniciens coururent, les ponts vibrèrent, les pilotes sortirent en trombe de leur quartier encore à moitié habillés. Harland se tenait déjà sur le pont avant même que l'alarme ne s'arrête. Ses yeux scrutaient le ciel. Il savait ce que cela signifiait. C'était le moment. Le vrai. Celui où sa boîte devait prouver qu'elle n'était pas un accident, mais une arme. Carter, Lewis, Brigg et Mahoney arrivèrent en courant. Ils n'avaient pas besoin d'instructions. Ils savaient ce qu'ils allaient faire. Harland les regarda, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Vous n'êtes pas 4 pilotes, dit-il. Vous êtes une seule arme. Ne l'oubliez jamais. » Carter hocha la tête. « On ne tournera pas, sœur. »« Jamais, » répondit Harland. « Et souvenez-vous, le zéro n'a qu'une seule faiblesse. Trouvez-la. Forcez-la. Exploitez-la. Et que Dieu vous garde. » Les Wildcats rugirent, leurs moteurs Pratt et Whitney crachant une fumée sombre avant de stabiliser leur ronronnement puissant. Les 4 avions s'alignèrent. Le pont vibra sous eux. Le chef de pont donna le signal. Et ils décollèrent. Le ciel se transforma en un champ de bataille d'un bleu violent. Au loin, les bombardiers japonais s'approchaient comme une formation d'oiseaux de fer, escortés par des héros qui scintillaient comme des éclats de verre dans la lumière. 14 d'entre eux. Les meilleurs. Les plus expérimentés. Les tueurs du ciel du Pacifique. Carter respira profondément. Ici le leader alpha. On reste serré. Formation Harland. On se prépare au contact. Les héros repérèrent les Wildcats presque immédiatement. Ils plongèrent avec une grâce meurtrière. Un assaut parfait. Implacable. Rapide. Mais cette fois, quelque chose clochait. Les Wildcats ne se dispersaient pas. Ils ne tentaient pas de gagner de l'altitude. Et surtout, ils ne viraient pas. Le premier zéro, confiant, attaqua Carter. Carter plongea exactement comme Harland l'avait enseigné.
Lewis, en hauteur, coupa l'éventuelle remontée. Brigg pivota légèrement pour fermer le flanc droit. Mahoney se plaça en queue interne. La boîte se forma comme un piège invisible. Les deux premiers héros, pensant tenir leur proie, descendirent encore. Puis ils virèrent. C'était là leur erreur fatale. Le zéro, conçu pour l'agilité, perdait en stabilité lorsqu'il tentait de combiner manœuvres serrées et plongées prolongées. Les pilotes japonais le savaient, mais ils n'avaient jamais eu à s'en soucier. Aucun Wildcat n'avait jamais survécu assez longtemps pour transformer ce défaut en avantage. Le premier zéro vibra. Le deuxième surcompensa une montée. Une ouverture apparut. Une ouverture de moins d'une seconde. Mais elle suffisait. Lewis plongea. Ses balles traversèrent le premier zéro. Explosion. Carter remonta, verrouillant le deuxième zéro. Rafale courte. Deuxième explosion. Sur le pont de l'Enterprise, un officier cria « Seigneur, ils le font encore !» Mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. 2 zéros de moins. 12 restants. Le ciel devint un chaos d'ailes, de gerbes de feu, de tubes traçants. Les bombardiers japonais continuaient d'avancer, escortés par une meute furieuse de zéros qui tentait de comprendre ce que faisaient les Américains. Mais la boîte ne laissait aucune lecture visuelle. Elle n'avait pas de forme fixe. Pas de schéma unique. La boîte n'était pas un dessin. La boîte était un rythme. Un tempo. Un ensemble de décisions prises simultanément par 4 pilotes qui avaient appris à penser comme un seul organisme. Les héros tentèrent de saturer l'espace, d'encercler les Wildcats. Mais la boîte pivotait, descendait, montait, absorbait, redirigeait. Les Japonais crachaient leur frustration dans leur radio. Ils ne tournent pas. Pourquoi ils ne tournent pas? Personne n'avait la réponse. Puis arriva ce que Harland avait toujours redouté. Un zéro particulièrement expérimenté anticipa la boîte. Il plongea, puis remonta aussitôt pour frapper Lewis par en dessous. Une manœuvre brillante. Un piège mortel. Lewis fut touché. Une balle déchira son aile. Une autre trancha un segment de contrôle. Le Wildcat trembla. Lewis lutta pour le maintenir stable. Sa respiration s'accéléra. Je perds la portance. Je reste dans la boîte. Hurla Carter. Tiens encore une seconde. Une seconde. Une seule. Mais une seconde dans le ciel est un gouffre. Lewis sentit son avion glisser. Sa vue se troubla. Il pensa qu'il allait mourir. Et alors? Mahoney plongea. Une trajectoire suicidaire. Une manœuvre que personne n'aurait tentée en entraînement. Mais Mahoney comprenait quelque chose. Si Lewis tombait, la boîte s'effondrait. Et si la boîte tombait, ils mourraient tous. Mahoney tira. Sa rafale traversa la trajectoire du zéro. Impact. Explosion. Le zéro tomba en flammes. Lewis reprit le contrôle de son avion, haletant, en sueur, tremblant. Je suis encore là. Tu restes en position, dit Carter. On n'a pas fini. Mais quelque chose venait de changer. Les zéros hésitaient. Ils n'attaquaient plus comme une meute. Ils attaquaient maintenant comme des individus enragés. Leur trajectoire perdait en coordination. Leur confiance s'effritait. Et dans ce genre de combat, perdre confiance équivaut à perdre la vie. Brigg abattit un autre zéro. Carter tira sur un autre. Mahoney encore un. Les zéros tombaient, non pas parce qu'ils étaient moins bons, mais parce qu'ils étaient piégés dans une danse qu'ils ne comprenaient pas. Il en restait encore 6. Puis 5. Puis 4. Mais l'un d'eux parvint à frapper Brigg. Un impact direct sur son réservoir secondaire. Son Wildcat prit feu. Je suis touché. Je suis touché. Brigg tenta de sortir de la boîte. Carter cria « Non. Reste. Tant que tu restes, ils ne peuvent pas nous briser. » Brigg hésita. Une hésitation brève. Mais la boîte se referma autour de lui. Lewis et Mahoney se positionnèrent pour couvrir son secteur. Carter couvrit l'arrière. Brigg, malgré les flammes, malgré la fumée, malgré la chaleur qui lui brûlait déjà la jambe, resta dans la formation. Il hurla de douleur. Mais il resta.
Et cette décision sauva tout le monde. Car 2 héros qui tentaient de l'achever plongèrent trop longtemps. Trop profondément. Exactement dans le piège. Carter abattit le premier. Mahoney le second. Brigg, les larmes aux yeux, dit « Je crois que je peux encore voler, mais je brûle. »« On te ramènera, » dit Carter. « Tiens bon. » Il en restait 2. 2 héros survivants. Les plus prudents. Les plus intelligents. Ceux qui venaient de comprendre que quelque chose d'historique était en train de se passer. Ils firent un cercle large. Observèrent. Et prirent la fuite. Ce fut la première fois dans toute la campagne du Pacifique que des héros fuyaient devant des Wildcats. Lorsque les 4 avions rentrèrent, Brigg à moitié inconscient, Lewis tremblant, Mahoney en sueur, Carter en état de choc, le pont entier de l'Enterprise se mit à applaudir. Pas un applaudissement bruyant. Pas un applaudissement joyeux. Un applaudissement lourd, grave, comme si chaque pilote, chaque mécanicien, chaque officier comprenait que ce qu'il venait de voir n'était pas seulement une victoire, mais un tournant. Harland s'approcha. Il posa une main sur l'épaule de chacun d'eux. Carter lui demanda « Sir, c'est fini ?» Harland regarda les flammes au loin, puis dit « Non, ce n'est jamais fini. Mais aujourd'hui, vous avez brisé un mythe. Et on ne recolle jamais un mythe. » Dans les semaines suivantes, la boîte devint doctrine. Les escadrilles entières apprirent la méthode. Les héros perdirent leur statut d'invincible. La guerre continua. Sanglante. Implacable. Mais quelque chose avait changé. Une étincelle. Un détail. Une allumette déplacée sur une table métallique. Une idée née dans la tête d'un homme que personne ne regardait vraiment. Une idée qui transforma 4 avions inférieurs en une arme qui fit trembler l'empereur. Et le Pacifique, ce jour-là, se souvint qu'une guerre ne se gagne jamais seulement avec des machines, mais avec des hommes qui refusent d'accepter les règles imposées, avec des hommes qui voient ce que personne ne regarde, avec des hommes capables de transformer une simple allumette en une révolution.